Guno, c'est une société qu'on a créée tous les deux, Jérémy et moi, Yannick, il y a 6 mois, et qui est spécialisée dans la conception de MOOC. Donc concrètement, on accompagne les grandes écoles, les universités et les entreprises aussi dans la réalisation de MOOC. Donc essentiellement sur 2 métiers. Le premier, nous sommes opérateurs de plateformes de MOOC, c'est-à-dire que toute la partie logicielle, c'est nous qui l'assurons. On travaille avec 2 plateformes open source que sont Canvas, LMS et EDX. Et le deuxième métier, c'est de faire de l'ingénierie pédagogique et de la gestion de projet, dans le cadre toujours de la réalisation de MOOC. Donc on est le seul acteur spécialisé aujourd'hui en France dans la création de MOOC. Actuellement, les universités, les écoles, mais aussi les entreprises qui réalisent des MOOC, c'est vraiment un investissement pour elles de réaliser un MOOC. Ils le font pour des raisons de communication, donc se positionner comme expert sur un sujet, le MOOC aujourd'hui c'est le meilleur moyen pour le faire. Ça rejoint ce qu'on appelle le content marketing. On ne se contente plus de proclamer une expertise, on doit la prouver et la démontrer dans un MOOC notamment. Donc ça c'est vraiment un sujet qu'on trouve intéressant. Et puis aussi la deuxième raison pour laquelle les écoles et les universités font cet investissement, c'est pour tester de nouvelles méthodes d'apprentissage, de nouveaux moyens pédagogiques qui derrière pourront être utilisés pour leurs propres apprenants. Actuellement, nous réalisons 3 MOOC aux côtés de nos clients, donc des MOOC qui se dérouleront cette année, en 2013. Nous travaillons aussi sur les plateformes, puisqu'en fait EDX est open source et le code d'EDX a été publié récemment. Du coup, nous visons à devenir assez rapidement contributeurs au projet. Donc par rapport à nos projets de l'année, en plus de lancer le premier MOOC aux côtés de nos clients, c'est vrai que le sujet EDX, devenir contributeur à la plateforme, aider à la traduction et surtout contribuer au développement, est un projet très important à horizon 6 mois. Les MOOC, c'est tout récent en France. Il y a eu la première initiative, c'était en 2012, ITIPA, c'est ce qu'on appelle un MOOC connectiviste. C'est-à-dire que c'était un MOOC en fait, qui était organisé essentiellement sur YouTube et sur les réseaux sociaux, où le but c'était que les participants participent activement justement à la création de contenu et d'activités. Donc ça c'était le premier MOOC en 2012, une initiative vraiment pionnière en France. Le deuxième MOOC en France était en 2013, gestion de projet de Centralille, où là c'était un MOOC plus basé sur les MOOC qui se font sur Coursera, EDX, donc les principaux MOOC sur les plateformes américaines, où c'était un cours entier qui est organisé par un professeur avec plusieurs milliers d'apprenants qui se connectent en même temps sur une plateforme et qui interagissent avec un contenu qui est déjà délivré essentiellement sous le format vidéo. Donc ça c'était le premier MOOC certifiant, avec à la fin 2 certificats principaux qui étaient délivrés par Centralille et un troisième qui était un certificat par équipe où les équipes en fait, se montaient autour de projets et pendant un mois travaillaient ensemble sur le montage d'un projet. Les premiers, ce sont ceux de Polytechnique qui vont se dérouler sur Coursera, donc la principale plateforme américaine. Donc il va y avoir 3 MOOC de Polytechnique début octobre. Bien sûr, en septembre, il va y avoir la deuxième version du MOOC gestion de projet de Centralille, auquel on a participé la première fois, auquel on sera de nouveau organisateur cette année, à la rentrée. Et il y a aussi un MOOC de CAVEJ, donc co-organisé par la Sorbonne et ESCP Europe sur le droit. Alors il y a 2 principales raisons pour lesquelles les États-Unis sont vraiment en avance sur nous les Français. La première c'est que les universités ont une taille critique qui est suffisante pour pouvoir lancer des MOOC. C'est-à-dire à la fois en termes de budget et de masse d'étudiants, elles peuvent rentabiliser plus facilement leur MOOC et surtout ça leur coûte moins cher comparativement à leur budget. En termes financiers, elles sont plus à même de réaliser des MOOC. La deuxième raison qu'on voit, c'est qu'elles sont mises plutôt au e-learning et en fait pour la plupart des universités, ça faisait déjà plus longtemps qu'elles avaient commencé à faire des cours en ligne, pas forcément ouverts, donc c'était pas encore des MOOC, mais en tout cas c'était des cours qui pouvaient être suivis par des étudiants. Donc ça faisait déjà quelques années, voire 10 ans pour le MIT par exemple qui a commencé à faire ça dès 2002. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rattraper le retard rapidement. Effectivement, on l'a vu, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être menées. Il y a beaucoup d'enjeux en France, notamment le gouvernement commence à s'intéresser vraiment de près à la question des MOOC. Et donc il y a vraiment un marché, notamment au niveau de la formation continue, le fait de former tout au long de la vie les salariés, les compétences, on a besoin, se renouvelle de plus en plus rapidement. Et donc au niveau de ça, on a un marché du travail qui est très important en France.
On oublie souvent que la France n'est pas simplement la France métropolitaine, qu'on a beaucoup de pays dans lesquels on parle français, notamment en Afrique. Ce qu'on a remarqué sur le premier MOOC qu'on a lancé gestion de projet, on a remarqué qu'il y avait près de la moitié des étudiants qui venaient d'Afrique, et donc effectivement c'est un énorme marché pour les universités et les grandes écoles, également pour les entreprises. Il y a des enjeux aussi de formation et pourquoi pas capter des nouveaux marchés via la formation et via l'éducation dans ces nouveaux pays. Beaucoup de gens attendent de la réponse française aux initiatives américaines, et c'est vrai que pour qu'une plateforme, donc un portail de cours de MOOC français réussisse, il faudrait que suffisamment d'acteurs d'universités soient réunis derrière la plateforme pour offrir un peu une réponse groupée et puis pouvoir réussir dans le sujet. Donc clairement, certaines universités se positionneront aussi pour défendre et représenter la francophonie et avoir quelque chose d'indépendant par rapport aux plateformes américaines. Certaines écoles pourront à la fois être sur une plateforme française mais continuer à offrir certains cours sur les plateformes américaines par exemple, ne serait-ce que pour toucher des audiences différentes. Donc ça c'est vraiment une raison majeure pour laquelle elle ferait ce choix. Cela dit, il y a des contraintes assez importantes à ne pas être maître de sa plateforme, déjà au niveau de la protection des données de ses étudiants. Là c'est un débat assez vif actuellement autour des MOOC. C'est toute la donnée d'apprentissage a énormément de valeur. En fait quand on sait comment un étudiant apprend, comment il réussit, s'il rend ses devoirs en retard par exemple, ce genre d'indications c'est extrêmement précieux, probablement même plus précieux que des données issues des réseaux sociaux. Et donc en fait avoir la main et puis s'assurer de la protection de ces données, c'est un sujet primordial aujourd'hui pour les universités. Donc c'est un des sujets qui feront que certains acteurs français préféreront rester sur une plateforme francophone. Ensuite, il y a aussi le sujet du partage des revenus, puisqu'aujourd'hui, le contrat de Coursera, c'est un modèle de partage de revenus. Donc en fait, on va sur Coursera, c'est gratuit, on profite de l'audience très grosse de Coursera. En revanche, s'il y a des modèles financiers qui sont trouvés, il faudra partager les revenus. Alors que si on est maître de sa plateforme, effectivement, c'est plus simple et on a 100% des revenus. Donc c'est peut-être une des raisons qui feront que tous les acteurs français choisiront la plateforme française. Coursera a une stratégie assez particulière, c'est une stratégie de positionnement premium, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner en fait les meilleures universités, elle va prendre les 3 ou les 4 meilleures universités dans chaque pays et c'est tout. Donc du coup c'est vraiment effectivement un positionnement assez exclusif en termes de partenariat avec les universités, les grandes écoles. Aujourd'hui il n'y a que Polytechnique en France qui a eu le partenariat avec Coursera. Par contre, ce n'est pas forcément un positionnement exclusif en termes de nombre d'apprenants. On a ça pour preuve qu'il y a 4 millions aujourd'hui d'inscrits sur Coursera. Beaucoup d'acteurs cherchent à se positionner. L'INRIA a effectivement annoncé beaucoup de choses dans le cadre des MOOC, puisqu'ils veulent lancer un MOOC Lab pour accompagner toutes les universités dans la création de MOOC, à la fois en proposant une plateforme et puis aussi en les accompagnant sur des sujets d'ingénierie pédagogique et de création des vidéos. Donc effectivement, ils ont l'air de vouloir avancer très vite. Le gouvernement risque d'annoncer aussi des initiatives sur le sujet, notamment dans le cadre de Fun, qui vise à augmenter le nombre de cours créés en ligne. Donc a priori, des initiatives publiques existeront. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, faire payer les étudiants, c'est aussi un moyen pour accroître l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est vrai que les MOOC, c'est essentiellement les apprenants entre eux qui se conseillent, qui s'aident, qui répondent eux-mêmes aux questions et qui collaborent. Après, demain, si on veut qu'il y ait un mentorat plus poussé, qu'il y ait de véritables profs qui aillent sur les forums, qui aillent corriger les copies des étudiants dans les MOOC, c'est vrai que faire payer un petit frais d'entrée à ces étudiants, ça pourrait être très intéressant. C'est vrai que s'il y a un petit frais d'entrée, effectivement, il y aura toujours cette question sur le terme de open. Après, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des services supplémentaires, on peut très bien envisager une base gratuite et des services payants qui s'ajoutent. Donc effectivement, ça remet un petit peu en cause le terme de open. Mais ce qu'il faut savoir aussi sur le terme de open, c'est que ça traduit aussi la notion de n'importe qui peut s'inscrire au cours sans forcément passer un concours, un examen et avoir en fait voilà, des prérequis vraiment poussés pour pouvoir suivre le cours.
Donc il y aura toujours cette notion d'ouverture à partir du moment où c'est en ligne, et donc du coup par corollaire il y aura toujours cette notion de masse en fait, à partir du moment où c'est sur internet. Nous on pense effectivement que les MOOC vont être amenés à évoluer, à se différencier. Aujourd'hui on a beaucoup de MOOC en fait, on va dire c'est des cours d'introduction. De plus en plus on va avoir des MOOC spécialisés sur des disciplines précises, arriver à terme, pourquoi pas, à des MOOC ciblés sur un public entreprise par exemple, ou en formation continue. Effectivement là il y aura effectivement des choses à faire en matière de monétisation. Il y a plusieurs pistes. La première, c'est effectivement les certificats payants qui authentifieront les participants des MOOC. Donc pour avoir quelque chose de certifié, je devrais payer un frais supplémentaire. Un deuxième business model, ce sera un modèle freemium. Le MOOC est gratuit, mais pour avoir du service supplémentaire comme de l'accompagnement spécialisé, d'autres outils payants, je devrais aussi payer. Et une troisième piste, ce serait effectivement pour les entreprises qui ont des besoins de formation assez importants, d'inscrire de nombreuses personnes, en fait des groupes entiers de leur entreprise dans les MOOC pour les former et donc avoir un service particulier sur ces formations. Pour l'instant, c'est pas forcément le but en fait au niveau des MOOC, c'est-à-dire qu'effectivement ça apporte un plus sur un CV de dire qu'on a suivi un MOOC, mais pour l'instant c'est pas forcément ce qui est recherché, notamment parce que on ne pourra jamais vraiment identifier quelle est si la personne qui a suivi un MOOC et qui a validé un examen est bien cette personne. Il y a des solutions techniques comme Yannick a évoqué, mais rien ne remplacera en fait le fait de passer un examen dans un centre physique. Donc là, effectivement, il existe des solutions proposées et éventuellement ça va se mettre en place, le fait de valider l'examen final dans un centre de formation. Et donc effectivement, c'est un modèle qui peut être intéressant pour les universités de faire des partenariats avec des centres d'examen pour faire payer le supplément. Nous, avec Jérémy, évidemment, on est convaincus que les MOOC ne sont pas une mode. Un des éléments qui tend à le prouver, c'est effectivement l'engouement des participants, que ce soit aux États-Unis, quand on regarde le nombre d'inscrits sur Coursera, mais aussi le nombre d'utilisateurs, puisque les gens sont extrêmement actifs sur Coursera, et suivre 1, 2, certains jusqu'à 20 MOOC, c'est vraiment, ça tend à montrer, à notre avis, qu'il y a vraiment une efficacité pédagogique derrière le modèle. C'est pareil pour le MOOC de Centrale Lille, la plupart de nos inscrits étaient des salariés en entreprise qui n'avaient aucun autre moyen en dehors de ce MOOC de rafraîchir leurs connaissances en gestion de projet. Et donc tous les retours qualitatifs que nous avons eus, c'est au final notre seul moyen d'apprentissage, c'était celui-là, c'était ce MOOC de Centrale Lille. Et donc au-delà de ce besoin en formation continue qu'évoquait Jérémy, les MOOC c'est pas un effet de mode à notre sens, parce qu'en termes de qualité des ressources pédagogiques, c'est un peu du jamais vu. Donc les supports classiques comme les vidéos sont extrêmement travaillés sur des plateformes comme Coursera ou EDX, mais aussi on va pouvoir faire de véritables innovations pédagogiques avec beaucoup d'interactions avec les participants. Aujourd'hui c'est relativement simple avec des questionnaires la plupart du temps. On utilise de nouveaux outils comme l'évaluation par les pairs, où les étudiants s'évaluent entre eux. Donc ça permet de noter énormément de personnes, mais aussi ça permet aux étudiants de voir ce qu'ont fait leurs camarades et donc de progresser. Donc il y a vraiment de nouveaux outils, de nouvelles façons d'apprendre qui sont expérimentées dans ces MOOC. Et c'est que le début, le MOOC c'est probablement la version 0 à l'heure actuelle, ça va très vite évoluer. On va réussir petit à petit à réutiliser les données des précédents MOOC. C'est-à-dire en fait, le MOOC il a une vocation à se dérouler plusieurs fois, et en fait plus on itère, plus la qualité s'améliore, parce que plus on peut utiliser la donnée d'apprentissage qui a été récoltée. Et donc pour toutes ces raisons, on pense que les MOOC c'est vraiment le nouveau format d'apprentissage du e-learning qui va percer et qui va perdurer. On dit MOOC, effectivement, c'est la prononciation à la française, on va dire. Le O se prononce O. Voilà, au début, c'était la prononciation c'était MOOC, un peu à l'américaine. On s'est rendu compte que c'était un peu ridicule, ça faisait un peu. Il y a eu des illustrations, des caricatures du terme MOOC, avec notamment la vache, qui a un peu la même sonorité, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui on dit MOOC, mais bon, là-dessus, on n'est pas non plus sectaire.